Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations si intéressantes et fascinantes qui nous ont donné beaucoup d'informations qu'il va falloir assimiler. Donc, nous allons passer aux questions et le public peut bien entendu envoyer ses questions, mais je vais être égoïste et profiter du fait d'avoir le micro pour poser l'une de mes questions qui est à la fois technique que de gouvernance et qui s'adresse donc, une partie s'adresse à Doug et l'autre partie s'adresse à Ina. Doug, vous avez dit que si nous décidions d'avoir recours à l'injection d'aérosols dans la stratosphère pendant une certaine période, et que pour une raison nous arrêtions d'appliquer cette technique, il y aurait une augmentation rapide, un rebond donc des températures, un effet d'un arrêt brusque comme l'appellent certains. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce problème qui pourrait être grave? Et Ina, vous pouvez peut-être nous dire ce que cela impliquerait sur la gouvernance et la géopolitique, tenant compte du fait qu'il peut y avoir un réchauffement très brutal si, dans le cas de cette situation. Je vais me charger de la partie technique. Donc, jusqu'à quel point il est grave ou il peut être grave va dépendre de la quantité de refroidissement nous avons atteint. Donc, si on dépend de la SAI pour refroidir la planète d'1 ou 2 degrés et que soudain on arrête de le faire du jour au lendemain, les aérosols restent dans la stratosphère environ 1 an, donc le climat ne va pas changer de manière instantanée après l'arrêt de la SAI, mais 4 ou 5 ans plus tard, eh bien oui, il y aurait à nouveau une augmentation de ces 2 degrés qu'on avait réussi donc à baisser, et cela aura des effets donc connexes. Ceci étant dit, il faut tenir compte du fait que si quelqu'un commence à appliquer cette technologie, il faudrait des dizaines d'années avant d'atteindre un refroidissement significatif. Donc, il faut se demander si le choc des températures qui se produirait par un effet de brusque, il faut se demander s'il serait pire que si on n'avait pas commencé à appliquer cette technique de SAI. C'est-à-dire qu'en dernier recours, les gouvernements doivent protéger cette technique car elle ne pourrait pas s'arrêter comme ça brusquement. Et l'arrêter brusquement serait pire que de ne pas l'appliquer. Ceci me donne une introduction qui me permet de rebondir sur la question de gouvernance. Donc, il a été dit et prétendu que l'effet d'un arrêt brutal n'est pas véritablement une menace, car une fois que l'on commence à injecter des aérosols dans la stratosphère, nous aurions une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et donc personne n'aurait intérêt à mettre un arrêt brusque à la SAI. Si quelqu'un voulait arrêter de l'appliquer, il y aurait d'autres personnes ou d'autres groupes de personnes disposés à suivre avec ce processus pour éviter donc ce changement brutal. Mais le problème se situe plutôt dans le fait qu'il serait raisonnable ou viable d'avoir cette injection d'aérosols dans la stratosphère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas prédire pour l'avenir. Il pourrait y avoir une ou des guerres, il pourrait y avoir une récession économique planétaire, il pourrait y avoir nous pourrions être confrontés à des menaces et à des risques qui pourraient provoquer le fait que personne ne puisse continuer avec la SAI. Et donc, c'est ce qu'il faut se demander. Qu'y aurait-il face à ces circonstances imprévisibles qui pourraient se produire? Et donc, il faut se demander ceci avant de commencer à injecter des aérosols dans la stratosphère. On ne peut pas simplement commencer en se disant que le reste du monde va continuer avec cette activité parce que ça aurait été commencé. Mais qui va assumer cette responsabilité de la SAI pendant de longues périodes? Et que se passe-t-il si ces personnes qui assument et endossent la responsabilité
arrête de le faire et de l'assumer. Donc, il y a beaucoup d'attentes en jeu entre les différents pays. Oui, c'est une partie d'échecs très disputée et compliquée avec toutes les pièces qui se déplacent sur l'échiquier et il y a bien sûr beaucoup d'incertitudes autour de ce qui pourrait arriver et également sur les mouvements que pourraient entreprendre ces pièces d'échecs. Il y a peu de régions dans lesquelles on peut prendre des décisions qui aient de telles conséquences et à si long terme. Ce n'est pas le seul domaine, mais c'est l'un des quelques domaines en la matière. Oui, quand on parle de l'élimination du CO2 et comment garantir le stockage de CO2 de manière permanente, on peut également parler des mêmes délais, mais c'est un autre sujet car il n'y a alors pas un effet aussi prononcé d'effet d'un arrêt brusque comme avec la SAI. Autre question. Comment peut-on définir les éléments qui doivent former la gouvernance? À l'heure actuelle, le débat est dans le cadre des études de recherche, mais pas dans le cadre d'une communauté très large. C'est-à-dire, comment pouvons-nous articuler ce débat en termes de gouvernance à partir des débats actuels? Et une autre question, quelles sont les limites et les frontières entre la recherche et l'application de l'injection d'aérosols dans la stratosphère? Où donc sont où sont ces limites? Et est-ce que les gouvernements doivent prendre ceci en compte à l'avenir? Il me semble que c'est l'une des questions les plus épineuses pour les expériences qui sont menées en plein air. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait que ce qu'on peut considérer comme des expériences à petite échelle ou à grande échelle, car une recherche à grande échelle pourrait être considérée comme une application, comme l'a dit Doug dans sa présentation, et donc établir des limites est donc très compliqué, et il n'y a pas de réponse claire, du moins pour le moment. Et il est certain que les normes et les règles en vigueur pour l'instant tentent de réduire la pollution que produisent différents pays et qui peuvent avoir des conséquences sur d'autres pays. C'est une chose qui est déjà soumise à des normes internationales, mais si les expériences sont soumises à ce type de règles, va dépendre de l'échelle à laquelle ils vont être réalisés et également si on considère que c'est un type de pollution ou pas, que lorsque l'on parle d'expériences à petite échelle comme celui qui est proposé à Harvard, je ne pense pas qu'il sera soumis aux conventions internationales en vigueur pour l'instant, car il s'agit d'un exemple à toute petite échelle qui vise à voir comment les aérosols peuvent interagir avec leur environnement et avec l'environnement. Si les pays avaient des problèmes de ce type, il faudrait regarder de plus près les raisons de préoccupation et stratégiques à long terme que pourrait impliquer une expérience à plus petite échelle. Car pour le moment, les expériences à petite échelle ne produisent pas plus de pollution que n'importe quel avion ou que toute fusée que l'on envoie dans l'espace. Mais il est donc fondamental d'améliorer la communication entre les différents pays qui sont préoccupés par cette situation pour qu'ils décident de voir comment aller de l'avant, car personne seul ne peut définir ce qui est pertinent pour le droit international. J'aimerais ajouter quelque chose sur les dimensions techniques de la recherche. Toute expérience vise à dissiper des incertitudes et à comprendre comment fonctionne quelque chose d'une façon générale. Il y a des incertitudes qui entourent les projections des modèles sur des processus concrets tels que la coagulation des aérosols ou des processus chimiques, etc., et qui se produisent à petite échelle. Et il y a également des incertitudes sur la réaction du système climatique à ceci. Pour ce qui est donc de la première point d'interrogation, toute expérience qui vise à résoudre cette question va être à petite échelle par rapport à une échelle planétaire. Et pour résoudre la deuxième, nous ne parlons plus d'une expérience car pour savoir comment va réagir le climat, il faudrait
générer un signal ou une motivation qui serait assez grande pour être considérée comme une application, comme une expérience à grande échelle. Et par exemple, pour l'éclaircissement des nuages marins, la ligne technique peut être un peu ambiguë, mais pour l'injection d'aérosols dans la stratosphère, étant donné que les aérosols vont rester environ un an dans la stratosphère et vont circuler très largement, eh bien, nous sommes dans une situation dans laquelle on fait des expériences à petite échelle ou alors on ne peut pas considérer que c'est une expérience. On met beaucoup l'accent sur les mécanismes de gouvernance de la recherche, et cependant c'est très diffus car il y a un grand nombre d'approches dans différents pays, il y a des cadres de gouvernance différents en fonction des sociétés, etc. Et donc c'est une mosaïque de mesures. La gouvernance actuelle de la recherche considère-t-elle qu'elle est capable d'apporter un cadre pour ce type d'études? Doug, je crois que vous en savez plus sur la situation des expériences. Oui, une des difficultés réside dans le fait que si seulement nous sommes préoccupés par les conséquences environnementales d'une expérience concrète donnée, il existe déjà par exemple des règles d'évaluation sur l'environnement dans le monde entier. Et donc, on peut essayer de voir quelle est la juridiction la plus favorable, car ces normes et règles varient d'un pays à l'autre, mais il faut se soucier du fait de voir qu'une expérience peut nous embarquer dans une spirale sans fin, et certaines personnes prétendent qu'il faut commencer à réaliser des expériences en dehors des laboratoires. Et certaines personnes considèrent que ceci conduirait à l'application inévitable, et c'est ce qui demande précisément une réponse de la part de la gouvernance. Pour savoir comment on peut mener à bien ce type d'études et quelles seraient les conséquences, quelles en seraient les conséquences. Il ne faut pas nécessairement penser à une expérience concrète, mais d'une façon donc plus générale. Donc, nous avons parlé de pays, nous avons parlé de la communauté des chercheurs. Il y a une question d'un ordre différent qui est liée aux agents non étatiques. Donc, qui peuvent appliquer un type ou un autre d'injection d'aérosols dans la stratosphère ou tout autre type de mesures de modification du rayonnement solaire, par exemple dans l'océan Pacifique. Quel type de restrictions, à quel type de restrictions sont confrontés les agents non étatiques, donc pour ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, nous pouvons en apprendre de ce qui a été fait par le passé. Par exemple, que se passe-t-il lorsqu'un agent non étatique annonce ou tente d'appliquer une certaine technologie à une échelle relativement grande? Et il y a certains exemples dans lesquels des agents non étatiques ont tenté d'employer par exemple la fertilisation des océans en fer afin d'améliorer la production des saumons, et également pour absorber du CO2 de l'atmosphère et pour pouvoir ainsi gagner des crédits carbone. Et ceci serait une expérience bien plus grande que ce qu'ont fait les scientifiques à l'époque. Et il y a alors eu une réaction internationale très forte et a été entrepris un processus de réglementation dans le cadre de la Convention de la diversité biologique du protocole de Londres pour interdire tout type de géo-ingénierie marine qui ne serait pas étayé par la science. Donc, c'est-à-dire que si un agent non étatique commençait à injecter des aérosols dans la stratosphère, il y aurait une réaction similaire avec un processus similaire, donc, c'est-à-dire que
il faudrait alors avoir des éléments de gouvernance qui pourraient répondre à ce type de mesures et d'actions et qui mettraient en route des mécanismes de gouvernance pour mettre un terme à ce type d'application. En plus de la conversation sur la diversité biologique, il y a eu des décisions qui ont été prises sur le fait de ne pas élargir des procédés donc, de géogénérie qui ne soient pas étayés par des preuves scientifiques, et ceci pourrait être appliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas une décision contraignante et que ça s'applique aux États, mais c'est important du point de vue réglementaire, diplomatique, car un État est responsable, toujours responsable d'un agent non étatique et qui sont eux-mêmes toujours liés à un État, sauf si c'est, et ça peut être quelqu'un qui ait des intentions malveillantes. Si ce qu'on essaye de faire provoquait des conséquences importantes, il faudrait d'une base aérienne, une infrastructure assez grande, avec une chaîne logistique assez grande, qu'il aurait besoin donc de l'appui, d'un appui quelconque d'un gouvernement. Et par exemple, qu'en est-il avec l'Amazonie qui a investi des milliards de dollars pour créer des réponses climatiques, par exemple? Est-ce qu'elle pourrait avoir la même solvabilité qu'un État? Bon, quoi qu'il en soit, passons donc à une autre question. Et donc, actuellement, nous avons différentes idées envisagées, il y a des incertitudes autour de ceci, mais il faut se demander si cette technique est véritablement possible. Si il y a déjà des personnes qui brûlent des arbres pour obtenir de l'huile de palme, etc. Donc, comment peut évoluer ce type de gouvernance? Est-ce qu'il peut vraiment donner des résultats au vu de la situation actuelle? Ina, c'est une question pour vous. C'est une bonne question. L'efficacité de la gouvernance, voir jusqu'à quel point elle fonctionne, est débattue, surtout dans le cadre du régime climatique, qui dispose de systèmes de gouvernance en vigueur et avec des systèmes très complexes sur la façon de faire le suivi des mesures et des actions entreprises par les gouvernements en termes d'adaptation, d'atténuation et de financement, mais il semble que cela ne fonctionne pas très bien. Ceci étant dit, il existe une différence entre des mesures internationales intentionnelles, comme par exemple l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui pourrait être assez polémique, et face à un système qui fonctionne depuis déjà un certain temps et dans lequel il existe des apports, c'est-à-dire que tout le monde pollue et crée des émissions de gaz à effet de serre, et donc il est plus difficile d'avoir ce type de comportement qui mette point final à une chose qui n'a pas encore été faite. Et donc la production de gaz à effet de serre est plus difficile à interrompre. Et c'est différent d'une intervention directe qui peut être menée et à laquelle peut être attribuée la responsabilité d'un agent donné. Et je pense que dans ce cas, la situation est différente. Et même si les mécanismes de gouvernance en vigueur ne sont pas toujours très efficaces, la réaction qu'auraient d'autres États pour mettre un point final ou pour arrêter un agent qui souhaiterait mettre en marche cette initiative serait plus efficace. Par exemple, on pourrait imposer des sanctions économiques ou fixer des incitations ou d'autres types de mécanismes auxquels les États peuvent avoir recours qui aurait un effet sûrement plus direct pour éviter d'injection d'aérosols dans la stratosphère. Ceci n'est pas un mécanisme dont on aurait besoin qu'une seule fois. C'est une chose qui devrait donc être maintenue au fil du temps. Nous ne voulons bien sûr
pas arriver à ce point, mais en dernier recours, on aurait même recours aux armées. C'est-à-dire, si on ne veut que quelque chose n'arrive pas, eh bien, ça n'arrive pas. Mais ce qui est fondamental, c'est d'avoir une approche de gouvernance plus collaborative. Mais si soudain quelqu'un veut le faire, il faudrait inciter l'appui suffisant pour pouvoir l'arrêter. C'est-à-dire qu'il y aurait une réaction de la part des différents États. Il semble que tout est très complexe, très détaillé. C'est un processus qui requiert du temps, bien entendu. Et le désir de réduire la température planétaire le plus rapidement possible est-il possible, compte tenu du fait qu'il n'existe pas un système de gouvernance à cet égard? Donc, pendant de combien de temps les gouvernements devraient-ils disposer pour établir un système de gouvernance avant qu'il ne soit trop tard? Je vais reformuler votre question pour voir si je la comprends bien. Donc, votre question, c'est qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour nous réveiller et entreprendre toutes les mesures nécessaires. Et donc, combien de temps devrions-nous donner au gouvernement pour qu'il établisse un système de gouvernance adéquat avant que nous procédions à l'injection des ressources de la stratosphère? C'est bien votre question? Oui, et surtout si nous pouvons arriver à un moment où il va être trop tard. Je crois que lorsque l'on parle de changement climatique, il n'est jamais trop tard. Mais bien sûr, il aurait été préférable de réduire les émissions il y a 2 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas les réduire maintenant. Et cette même logique peut s'appliquer à ce que vous me demandez. Je ne pense pas que juger les actions en disant s'il est trop tard ou pas est le plus adéquat. Et bien entendu, il y a des phénomènes climatiques comme par exemple la disparition de la banquise de l'Arctique qui pourrait être une motivation suffisante pour entreprendre des mesures plus drastiques basées sur les connaissances scientifiques qui seraient donc suffisants et également avec donner une certaine capacité au gouvernement. Mais au début de cette année, personne n'envisageait de répondre à une pandémie et pourtant nous l'avons fait. Nous n'avons peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire, mais oui, ceci peut également être appliqué au changement climatique, car bien sûr, nous aurions dû faire des choses bien avant, mais face à une situation de crise et d'urgence, il, il faut se demander ce qu'il faut faire et c'est justement ce caractère d'urgence qui est brandi pour avoir recours à l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Et il faut se demander, c'est ainsi que nous voulons voir les choses. Il est vrai que les changements climatiques est une crise, mais justifie-t-il que l'on puisse avoir recours à la SAI? Je crois que c'est une question politique très compliquée. Certains diront si, certains diront non, mais en dernier recours, il s'agit de donner de la valeur à ce qui est le plus important, essayer de maintenir les températures en dessous de 2 degrés, qui est un bon indicateur des effets climatiques qui pourraient se produire, mais qu'en est-il des effets secondaires de la SAI? Il faut également le prendre en compte. Qu'en est-il des acteurs qui s'engagent à appliquer cette technologie et on ne sait pas pendant combien de temps on va l'appliquer, on ne connaît pas les conséquences d'un arrêt brusque et ces conséquences pourraient être pires que celles qu'il y aurait eu si nous ne l'avions pas appliqué en premier recours, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux effets dont il faut tenir compte et la SAI suppose un chemin sans retour
car il faut également prendre en compte du fait que si nous nous engageons à appliquer cette technologie, ce serait un engagement à très long terme et la dissuasion d'atténuer si les gens pensent qu'il y a une bonne alternative, eh bien c'est pour éviter des pires conséquences du changement climatique est également un élément qu'il faut étudier. Donc il faut étudier donc cette dissuasion de l'atténuation. D'après mon point de vue, et ce n'est qu'une opinion personnelle, ceci met en évidence l'urgence d'avancer en termes de recherche pour mieux connaître ce sujet et également cela met en évidence l'importance des activités qu'organise la C2G afin de créer des capacités et de faire en sorte que les gens en dernier recours puissent prendre des décisions éclairées. Et donc nous pouvons tout au moins réduire les incertitudes et la probabilité, disons, d'avoir à faire face à une crise donnée. Oui, bien sûr, ceci est très important. Autre question qui s'adresse à Ina. Dans la dernière partie de votre présentation, vous avez parlé de la reconnaissance des institutions en vigueur et de certaines raisons de s'être préoccupé sur des petits changements qui peuvent se produire. Donc, quels sont ces petits changements d'après vous? Comme je l'ai dit dans l'une des premières diapositives, il y a plusieurs conventions qui pourraient être appliquées à ce type de questions. Et il peut être utile à l'heure de parler de gouvernance et de décision politique, de penser au type d'institutions existent et quels devoirs elles ont et comment ceci peut avoir une influence ou s'appliquer à la SAI. Et au lieu de créer un instrument complètement nouveau pour une certaine technologie qui n'existe pas, sauf dans le cadre de la non-prolifération nucléaire, et nous pourrions donc nous demander quel type de mandat existe en vertu de ces instruments en vigueur pour voir lequel s'impliquerait à la SAI. Et il faudrait par exemple voir s'il y aurait des effets sur la couche d'ozone. Or, si par exemple l'injection pouvait avoir une influence sur la couche d'ozone, elle pourrait donc être régie, réglementée, par exemple par la Convention sur l'ozone ou sur la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Et par exemple, ça pourrait être vu pour, par exemple, l'injection de particules de soufre, c'est-à-dire que si nous maintenons un débat au sein de la communauté scientifique pour voir quelle technologie on peut appliquer, il faut tenir compte du fait qu'il y a des questions qui sont déjà réglementées dans des conventions internationales et c'est ce que je voulais souligner, c'est-à-dire qu'il faut déjà voir quel type d'instruments en vigueur existe, quelle réglementation ou mandat ils ont et à partir de là voir comment cela pourrait être appliqué à la SAI. Doug, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non? Ok, très bien. Donc, autre question pour Doug. Quel est le rôle que jouent les différents modèles et exercices de modélisation? Quelle est l'influence d'une meilleure connaissance des effets d'une application potentielle de l'injection d'aérosols dans la stratosphère? Quels résultats cela entraîne-t-il? Et je dirais aussi comment ces modèles sont-ils gouvernés car ils aboutissent à des conclusions, par exemple dans les changements des modèles de précipitation qui influent dans les décisions. Donc en fait, qui gouverne ces modèles? En premier lieu, les modèles sont le seul outil dont nous disposons pour nous tourner vers l'avenir, pour tenter de prévoir les conséquences
auraient certaines décisions, et c'est pourquoi nous nous servons des modèles dans une grande mesure pour conclure ce que nous pensons qui pourrait se passer si l'on applique cette technologie. Il y a des processus similaires comme les éruptions volcaniques et précisément ces événements sont utilisés pour intégrer des informations dans les modèles pour savoir quelles conséquences aurait la SAI. Et tout type de gouvernance qui existe dans le domaine climatique peut être appliqué au modèle, bien qu'il n'y ait pas de gouvernance explicite qui régisse ces modèles. Il y a en revanche une gouvernance implicite. Par exemple, étant donné que ce qu'évalue le GIEC est basé sur tous les exercices de modélisation qui sont réalisés, et il y a certainement des articles qui vont dire qu'un certain modèle ne sert à rien, qu'un autre est très utile pour prévoir certaines informations, mais il n'existe pas de système de gouvernance en tant que tel sur ce que l'on peut modéliser ou pas. Il y avait une autre question dont j'ai oublié? Non, non, vous avez tout répondu à tout. Merci. Eh bien, nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti aujourd'hui. Il nous reste 3 ou 4 minutes. Y a-t-il une conclusion que vous souhaiteriez apporter sur une chose dont on n'aurait pas parlé au cours de notre conversation d'aujourd'hui et qui entre dans le cadre du débat actuel? Je ne demande pas simplement pas de me donner une réponse, mais peut-être d'apporter un élément important. Pour ce qui est des modèles qui viennent d'être mentionnés, donc la gouvernance qui s'appliquerait aux modèles et le type de décisions qui sont prises à l'égard des modèles qui servent pour établir des conclusions scientifiques qui permettront de prendre des décisions politiques, eh bien ceci doit être plus transparent. Et cela veut dire donc qu'il faut réaliser des études et des recherches dans différents domaines, mais le rôle que jouent les modèles pour déterminer ce qui est souhaitable et ce qui se pose un risque ne peut pas être sous-estimé, car les modèles jouent un rôle très important, même si les scientifiques, bien sûr, font des études neutres, mais les conclusions auxquelles ils arrivent servent pour la prise de décision politique, et donc il faut être plus transparent sur l'utilisation de ces modèles. Si, il est certain qu'il y a une gouvernance, car les revues scientifiques exigent de la transparence en matière des informations qui sont données sur le type de simulation auquel ont recours les modèles. Donc, mes conclusions finales, c'est que bien que cela puisse sembler de la science-fiction ou que ça nous paraisse à un horizon temporel très lointain, car il y a beaucoup de réunions dans lesquelles on dit que ceci pourrait arriver dans 15-20 ans, mais ce n'est pas certain, car si l'on veut appliquer ceci dans les tropiques, il est clair qu'il faut créer des avions qui n'existent pas encore à ce jour. Mais si on veut l'appliquer dans l'Arctique, où la troposphère est plus basse, il existe d'ores et déjà des avions qui pourraient appliquer cette technologie donc dans l'Arctique. Et s'il y a un groupe de pays qui décide qu'ils veulent refroidir l'Arctique l'année prochaine, eh bien, le délai d'application serait l'année prochaine. Ça peut être un peu précipité, mais ce n'est pas un horizon temporel si lointain. Donc, il est fondamental de savoir que l'on comprend déjà bien la science et la gouvernance qui se profile derrière cette technologie. Merci beaucoup et nous avons donc terminé notre activité d'aujourd'hui. Je remercie Ina et Adog pour leur réflexion et leur présentation et également remercier Arun Abada pour sa présentation qu'il nous a envoyée. C'est une conversation que nous allons continuer à développer car cela va durer. Donc j'espère que nous aurons d'autres opportunités de débattre sur ce sujet. Vous aurez plus d'informations sur notre page web c2g.net et vous verrez les activités qui entrent dans le cadre des programmes C2G Learn et C2G Discuss, donc sur notre page web. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé cette activité et je vous souhaite une bonne journée, selon ce qui vous en reste, selon que vous soyez à l'est ou à l'ouest, et je vous dis à bientôt.